je donne la parole à notre modérateur, Jacques Caton, qui, associé à M. Aslanian, va nous parler de la cupule de hanche à double mobilité, nouvelle révolution technique dans la prothèse totale de hanche. Voilà, monsieur le modérateur, 15 minutes. Merci, monsieur le président. C'est bon? Et on ne peut pas aller plein écran? On y était tout à l'heure. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Comme Laurent Sedel, mes conflits d'intérêts comme consultant du groupe Lépine, et également, je travaille aussi pour Serraver. Comme l'a dit Laurent Sedel, qui a fait un excellent historique de la prothèse totale de hanche, pour parler des Français, les essais de Jean et Robert Judet avec la prothèse acrylique dans les années d'après-guerre, et puis la première prothèse totale de hanche moderne, qui est celle de Sir John Charnley, avec le couple métal-polyéthylène et le ciment. Cette prothèse qui donne encore d'excellents résultats avait un seul problème, c'est le problème de la luxation. En effet, les résultats de la prothèse de Charnley, aujourd'hui, sont évalués à plus de 35 ans de recul. Et vous voyez qu'à plus de 35 ans de recul dans la série de Callaghan, qui était la série de son patron Johnston à Iowa City, et on a encore près de 80% de survie à 35 ans, c'est-à-dire un implant qui est toujours en place et théoriquement fonctionnel. Et nous avons nous-mêmes montré des résultats à plus de 25 ans, et notamment à 30 ans, avec des problèmes d'usure qui étaient extrêmement minimes. Donc le problème de cette prothèse, ce sont les luxations. Et j'avais montré en même temps que Dan Berry, en 2004, que la luxation de la prothèse de hanche, ça n'était pas qu'un phénomène post-opératoire, c'était quelque chose qu'il fallait évaluer tout au long de la vie de la prothèse et de la vie du patient, puisqu'on peut avoir des luxations pendant plus de 25 ans, et que lorsque l'on additionne ces luxations, le taux commence à être désagréable et à poser problème pour les patients et pour les chirurgiens. Et vous voyez que ces luxations sont isolées dans la moitié des cas, mais dans plus de la moitié des cas, elles sont récidivantes et qu'il faudra envisager un geste chirurgical. Alors, cette luxation tout au long de la vie de la prothèse, ça s'appelle le risque cumulatif. Moi, je ne l'avais pas appelé comme ça, mais je l'avais évalué de la même façon que Daniel Berry à la Mayo Clinic, à 1,39% tous les 5 ans. Pour Dan Berry, c'était 1% tous les 5 ans, ce qui fait un taux de luxation relativement important. Et l'on voit que cette luxation est aujourd'hui le risque majeur, tant en première intention qu'en reprise, et on peut superposer les deux courbes. En haut, la courbe du registre anglais des prothèses qui montre les pics et l'évolution des luxations dans les cas de reprise, et dans les cas de première intention en bas. Donc tous les registres le montrent aujourd'hui, la luxation, c'est le problème majeur de la prothèse totale de hanche, aujourd'hui, en dehors du problème d'infection, et c'est la première cause de reprise dans la majorité des pays. Vous voyez, ça va de 22 à 40%, 22% aux États-Unis, jusqu'à 40% en Angleterre, enfin. Et en France, ce taux n'est que de 10,4%, c'est déjà beaucoup, mais il est beaucoup plus bas du fait de l'utilisation de cette cupule à double mobilité dont nous allons parler. Donc le traitement des luxations au cours d'une prothèse de hanche peut être préventif avec la planification, la technique chirurgicale, la suture capsulaire, l'éducation des patients. Il est également curatif. On peut traiter la cause s'il existe une malposition des implants. On peut mettre des têtes de grand diamètre, on peut transposer le grand trochanter pour améliorer le bras de levier des fessiers et stabiliser la prothèse. Et enfin, on peut modifier la cupule. Et dans les modifications de cupule,
il y a plusieurs façons de la modifier. On peut faire soit des cupules à des bords, mais on risque d'avoir une luxation par un effet cam du côté opposé, soit des croissants anti-luxation. J'avais développé ce croissant armé il y a plus de 25 ans pour remédier aux luxations itératives, les cotyles rétentifs qui sont toujours utilisés, notamment aux États-Unis, et les cotyles à double mobilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de luxation, les temps et les mentalités ont changé. Lorsque je me suis installé en 1979, le chirurgien pouvait aller voir son patient en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ma prothèse ?» en lui reprochant, en gros, de s'être luxé. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on va changer de préposition, et en 2015, c'est le patient qui arrive avec la radio, qui la brandit et qui dit « Qu'est-ce que vous avez fait à ma hanche ?» Donc les jeunes chirurgiens aujourd'hui ne supportent absolument pas ce problème des luxations et les problèmes et les patients encore moins. Donc cette double mobilité est une innovation française. Et je suis content de souligner que sur les 5 innovations, 2 sont issues de l'école d'Albert Trillat à Lyon, que ce soit Paul Gramont ou Gilles Bousquet, qui a été son agrégé, qui est parti à Saint-Étienne. Pour essayer de comprendre ce problème de la cupule à double mobilité, il faut savoir que l'augmentation du diamètre de la tête va diminuer ce qu'on appelle la jump distance, c'est-à-dire le chemin à parcourir pour luxer la tête, et de ce fait, la tête sera beaucoup plus stable. Vous voyez un exemple pour un cotyle de 52, le chemin à parcourir pour une tête de 22 mm avec une prothèse de Charnley et de 12 mm, ce qui explique les luxations plus fréquentes. Pour une tête de 28, il est de 21 mm, et pour une tête de 36, de 27 mm, toujours pour le même diamètre de cupule. Une forme moderne d'évaluation de la jump distance est le récent papier publié dans les Clinical Orthopedics et qui détermine ce qu'on appelle la posterior horizontal dislocation distance, le PHDD, et qui est en fait une étude tridimensionnelle de la jump distance. Alors, on l'a vu, grossir la tête, ça a des limites. Il ne faut pas toujours avoir une grosse tête, si je puis dire. Et cette limite, c'est 36 mm de diamètre pour nous. Pour quelle raison? Au-delà de 36 mm, on le voit ici avec un couple de friction céramique-céramique, on va latéraliser le centre de rotation, on va augmenter l'offset acétabulaire et on va diminuer la jump distance au-delà de 36 mm car on ne peut pas diminuer de façon trop importante l'épaisseur de l'insert en céramique. Et d'autre part, au-delà de 36 mm, aujourd'hui, sur un couple céramique-céramique, on a une augmentation des bruits, des grincements, ce qu'on appelle les squeaking, et aussi des problèmes de corrosion, et ça, Laurent Sedel en a parlé. La même chose pour le couple métal-métal, Laurent Sedel en a parlé également. Ce couple métal-métal est actuellement définitivement condamné. On aurait pu d'ailleurs éviter beaucoup de problèmes. On savait très bien que les prothèses de maquis dans les années 80 donnaient beaucoup de problèmes. Et l'on voit qu'au-delà de 36 mm, on a des problèmes de corrosion du col avec de la métallose, une augmentation de la cobaltémie pour les surfaces métal-métal, avec des pseudotumeurs, des alvales, comme l'a montré également Laurent Sedel. Donc, cette cupule à double mobilité a été un mariage, je dirais, un mariage à 3. C'est-à-dire, ça a été le mariage dans la tête de Gilles Bousquet de la low friction arthroplastie, de la prothèse de Charnley, le mariage d'une grosse tête avec la prothèse de maquis métal-métal, et puis le mariage, le troisième composant du mariage, c'était l'amant, si je puis dire, la prothèse bipolaire de Christiansel avec une rotation de la tête fémorale. Et cette innovation française est le fruit de Gilles Bousquet, de la pensée de Gilles Bousquet et d'André Rambert, ingénieur qui avait une boîte à Lyon d'implants qui s'appelait la CERF. Alors en 1900, si on regarde un petit peu l'historique, en 1974, il a fait le premier essai de cette cupule, mais il n'avait pas mis de métal. La tête était rétentive dans le polyéthylène directement en contact avec l'os, et ça a été la catastrophe que vous voyez avec une déformation du polyéthylène et des phénomènes d'ostéolyse importants. En 1976, il s'est dit, bon, plutôt que le polyéthylène, on va mettre une cupule métallique dessus, mais cette cupule était mobile,
à la fois sur le polyéthylène et mobile dans l'os. Et ça a entraîné des protrusions acétabulaires que vous voyez sur les radios du milieu. Et puis en 1977, il s'est dit, bon ben alors le mieux, c'est peut-être de fixer cette cupule dans l'os, et c'est ainsi qu'est née au troisième essai, si je puis dire, qu'est née cette prothèse à double mobilité. Et les améliorations de cette première génération de prothèses à double mobilité se sont faites de façon conjointe entre un ancien interne de Gilles Bousquet, qui était assistant dans son service, qui était Daniel Noyer, et Gilles Bousquet lui-même. Et tous deux ont fait des modifications de la cupule métallique acceptées par la CEF et qui ont été développées par le même industriel. Et vous voyez que pour Daniel Noyer, c'était la cupule Lithia avec une macrostructure et puis deux pattes qui servaient à visser cette cupule métallique à l'intérieur du cotyle. Et pour Gilles Bousquet, il pensait avoir une réhabilitation avec un revêtement d'alumine sur la cupule, ce qui bien évidemment ne s'est pas fait. Mais il avait deux petits clous à l'intérieur qui rentraient à l'intérieur de l'os et une patte de fixation en haut, un clou antérieur et un clou postérieur. Et cette cupule à double mobilité a commencé à vivre sa vie. Mais très vite, Daniel Noyer s'est aperçu d'une chose assez rapidement, et il a été le premier à publier là-dessus, c'est que il s'est aperçu qu'il y avait en fait une troisième articulation qui était le conflit entre le col de la prothèse et les bords de l'insert métallique et les bords de l'insert polyéthylène. Et il appelait ça la troisième articulation, qui en fait est très importante. Et vous voyez ici, en termes de courbe de survie, l'importance de cette troisième articulation. En rouge, on voit sur un col qui est moins agressif une courbe de survie qui est plus importante qu'en bleu sur un col qui est agressif, qui va entraîner des lésions de cette troisième articulation avec une courbe de survie qui va s'effondrer. Et on voit là, sur cette diapositive l'importance de cette troisième articulation avec d'une part, il y a un petit truc là pour... attendez, oui, non, ouais, où est-ce qu'on appuie là, ici, là, ouais. On voit ici l'importance, d'une part l'importance du chanfrein et des bords de cette cupule, l'importance au niveau du contact entre le polyéthylène et le col de la prothèse, et vous voyez ici que sur des cols très agressifs, on va avoir une usure du polyéthylène et une détérioration rapide de l'implant. Un autre élément important, c'est aussi, puisque la tête est prisonnière à l'intérieur de l'insert en polyéthylène, c'est le diamètre d'entrée, ce qu'on appelle l'anneau de rétention, au niveau de cette cupule en polyéthylène. Et il faut que l'anneau de rétention soit relativement... entraîne une stabilité. Et vous voyez que pour une tête de 28, du fait de l'élasticité du polyéthylène, la tête sera rentrée en force dans le polyéthylène et que l'anneau de rétention est de 26,3 mm de façon à avoir une bonne stabilité. Alors, si l'on regarde sur cette petite animation l'intérêt de cette double mobilité, en fait, on va voir que cette double mobilité, c'est une grosse tête qui est d'un diamètre supérieur à 36 et qui n'aura pas les inconvénients que j'ai décrits de la grosse tête, notamment en termes de centre de rotation, c'est-à-dire que même sur une tête supérieure à 36, le centre de rotation reste à sa place et la prothèse reste centrée. Et l'on voit que la différence des têtes est relativement importante pour deux cupules métalliques qui sont toutes les deux à 54 mm. Et donc on voit que pour avoir une grosse tête bien centrée avec un implant céramique qui fait 40 mm, on aura une excentration et on aura un volume de tête qui sera moins important qu'avec une double mobilité où le diamètre de la tête sera de 48 et l'implant sera toujours bien centré. Alors depuis Gilles Bousquet, il y a eu de nombreuses options de fixation, de nombreux enfants sur cette prothèse, je vous passerai, et surtout de nombreux dessins de cette cupule à double mobilité qui, lorsque les brevets sont tombés, a été copié par de nombreux industriels.
Alors, il y a 3 générations de cupules à double mobilité. La première génération, en 1979, c'est celle de Gilles Bousquet. Une génération intermédiaire en 1998, enfin dans les années 2000, enfin fin des années 90-2000, pour améliorer la stabilité du positionnement de cette cupule métallique. Et enfin, la prothèse que nous utilisons actuellement en 2010. Cette double mobilité aujourd'hui, pour nous, pour avoir une fonction optimum, c'est d'avoir un alliage en chrome cobalt qui est beaucoup plus dur et qui a moins de déformation. Il faut optimiser la fixation primaire de cette cupule avec ces pics qui vont se stabiliser à l'intérieur du cotyle puisqu'elle est sans ciment. Il faut avoir une réhabilitation osseuse secondaire qui soit efficace, notamment grâce à un revêtement bicouche à la fois titane et hydroxyapatite, une optimisation du polyéthylène dont le volume est un peu plus important que les volumes de la cupule de Bousquet, et enfin une optimisation de la 3e articulation avec un chanfrein et surtout un col prothétique qui ne soit pas agressif, qui soit rond, qui soit ultra brillant, pour ne pas agresser cette 3e articulation. Et à 10 ans, vous voyez que la courbe de survie de cette cupule à double mobilité est de 95%, c'est-à-dire identique aux prothèses de bonne qualité qui donnent des résultats satisfaisants. Alors je vous donnerai nos résultats, les résultats de notre groupe en ce qui concerne cette cupule à double mobilité en première intention tout d'abord, avec 2 papiers que nous avions publiés dans International Orthopedics, et notamment j'avais conduit une étude comparative pour comparer la prothèse de Charnley avec une cupule fixe et la prothèse à double mobilité, toujours avec une tige de type Charnley, et voir quels étaient les problèmes en termes de révision et en termes de luxation. Donc il y avait 2 groupes dans cette étude. Le groupe 1, vous voyez, avec une cupule fixe de 215, et le groupe 2 avec une cupule à double mobilité 105. Et si l'on regarde les résultats, vous voyez qu'à 10 ans, sur la cupule à double mobilité, on a moins de 1% de luxation, alors qu'avec la cupule standard et toujours la même tige, on avait presque 9% de luxation sur les cupules standards, et la même chose en termes de révision, puisqu'on avait moins de 2% de révision sur la double mobilité à 10 ans, alors qu'on en avait 10%, essentiellement dû au problème de luxation avec la cupule standard. Les études françaises comparables donnent les mêmes chiffres. L'étude de Vielpo, publiée également dans International Orthopedics à plus de 15 ans, montre un taux de luxation de 1,15%, et la même pour Leclerc, qui montre un taux de luxation à 10 ans qui est de 0% avec la cupule à double mobilité. Qu'en est-il également des reprises où on a beaucoup plus de luxation? Nous avons publié récemment ce papier qui montre que le taux de luxation à 2 ans de recul est de 1,3% sans récidive de la luxation. Et d'autre part, dans le traitement des luxations récidivantes également, on voit qu'ils sont extrêmement difficiles à traiter, que la cupule à double mobilité permet d'avoir d'excellents résultats qui vont de 0 à 4,8% de récidive de la luxation, alors que les chiffres sont beaucoup plus importants si on utilise un autre moyen que la cupule à double mobilité. Dans les fractures du col du fémur, nous avons également de bons résultats en termes de luxation. Et on voit sur une série de 183 fractures du col, qu'il s'agisse de fractures trochantériennes ou cervicales, que l'on a des décès qui sont de 15% à 1 an, ce qui est assez bon puisqu'habituellement, ça c'est aux alentours de 20%, que les luxations sont inexistantes, 1,4% de luxation, et que le score de Parker qui étudie l'autonomie est également excellent. Alors la double mobilité, c'est devenu aujourd'hui un concept qui est devenu incontournable, tant sur le plan industriel que sur le plan scientifique. Et si l'on regarde les publications sur la double mobilité dans PubMed, on voit qu'aujourd'hui, il y a une centaine de références, et la France a mis très très longtemps à publier sur cette cupule à double mobilité. Et si l'on regarde l'historique de la communication, on voit que les publications sont extrêmement importantes depuis 3 ou 4 ans, avec une progression des communications
de plus en plus nombreuses. Et l'on voit également que les Français qui sont toujours en tête du nombre de publications commencent à être talonnés par les Américains qui aujourd'hui ont réalisé plus de 20 papiers sur la prothèse à double mobilité. Et le registre suédois des prothèses, aujourd'hui, a également inclus les prothèses à double mobilité. Alors tout ceci a une répercussion sur le coût, puisque une luxation de prothèse, ça coûte aux États-Unis 12 500 $, et qu'en France, la réintervention pour une prothèse, le coût moyen de la reprise est aux alentours de 10 000 €, ce qui fait que la diminution de nombre de luxations que nous avons observées en France est de près de 20% sur les 3 dernières années. Ceci est dû au fait de l'utilisation beaucoup plus importante de la double mobilité et que l'économie potentielle actuelle a été de 30 millions €, ce qui est relativement important. En conclusion, je dirais que cette cupule à double mobilité est une option sécurisante pour le patient et le chirurgien, qu'elle nous conforte dans son utilisation plus large, y compris chez les sujets jeunes, avec l'exemple de nos collègues niçois qui aujourd'hui l'utilisent pour tous les patients. Vous voyez qu'à 10 ans de recul, ils ont une survie à 100%. Je vous remercie. Excellente communication qui valorise encore le travail de ton équipe et des équipes françaises. Alors maintenant, j'appelle Jean Dubousset qui va nous... Ah bon. C'est toi, Jean, qui fais le commentaire ou tu feras la conclusion comme tu veux. C'est bon. Désolé, moi je lis le programme. Oui, c'est moi, non, mais parce que Jean me dit je suis loin des prothèses de hanche. Oui. Alors, voilà. Jean, tu vas nous faire du Dubousset. Vas-y. Mais pas sur les prothèses de hanche. Non. Alors, oui, tu fais le commentaire. Il faut quand même... Oui. Non, il faut la conclusion de... Ce soit ceux qui ont l'habitude de faire des prothèses de hanche. Désolé. Georges, alors, viens au micro. De modifications. Tu m'as montré toute une série, Jacques, Quand même. Est-ce que c'est vraiment arrivé au point top actuellement ou c'est encore... Actuellement, c'est au point top. Point top. Alors voilà, c'est au point top. Donc, tu es facile de pouvoir discuter. Il est arrivé au point top. Je te remercie. Je crois qu'il faut remercier Jacques Caton de cet exposé très complet sur quelque chose qui constitue vraiment une nouveauté dans la chirurgie de la hanche, une nouveauté qui n'est pas si récente que ça, vous l'avez vu, mais qui surtout, par rapport à bien d'autres nouveautés, a tenu. Elle a tenu la route, elle a fait la démonstration de ses capacités. Il faut se souvenir que lorsque Gilles Bousquet a commencé avec M. Rambert à travailler sur ces problèmes, mais finalement il fallait du courage, parce que c'était très innovant, premièrement, puis deuxièmement parce que les demi-essais qui avaient été faits un peu auparavant par Christiansen et d'autres n'avaient pas, pour le moins qu'on puisse dire, été couronnés de succès. Donc cette notion de grosse tête dont on a discuté tout à l'heure, on l'a là avec les avantages sur le plan de la stabilité de la hanche. Et je ne vais pas faire de commentaires très longs, mais je rappellerai que dans les services où on n'a pas été formé à faire de la double mobilité d'emblée en primaire, comme visiblement Jacques Caton le fait, eh bien on le réservait à un problème qui est très irritant en chirurgie de la hanche. C'est-à-dire que vous faites prothèse, ou on fait sans prothèse, et qu'il y a un petit nombre de prothèses qui, de façon récidivante, vont se luxer, sans qu'on sache exactement s'il y a vraiment une malformation, une malposition des implants. Il y a l'évolution de la prothèse, il y a l'évolution de la musculature, bien d'autres problèmes qui entraînent luxation. Et dans beaucoup de services, on s'est mis à faire de la double mobilité justement pour essayer de régler cette luxation. Et c'est, à mon avis, un des procédés qui est quand même une vraie réintervention, mais est un procédé qui a permis de stabiliser bien des hanches. Le seul problème la seule question que je poserai à Jacques Caton, c'est le problème de surtout quand on fait de la double mobilité dans le cadre des réinterventions, des révisions, c'est le problème posé par la fixation de la cupule. Cette fixation, elle ne peut pas être faite par l'intérieur de la cupule, parce qu'il doit y avoir un espace de glissement, mais elle doit être faite par des accessoires périphérique à la prothèse. Vous avez vu que dans la grande série que montre Jacques Caton des diverses copies de cette prothèse, eh bien, toutes se caractérisent par des pattes, des plots, tout un tas
j'allais dire, d'accessoires mécaniques qui augmentent la tenue, qui augmentent la surface, avec les possibilités de réhabilitation. Et ce que, moi, personnellement, j'ai trouvé souvent difficile dans des cotyles très altérés, peut-être n'était-ce pas une très bonne indication de ce type de prothèse, mais c'est la difficulté qu'il y avait à fixer le cotyle. Sinon, je n'ai pas grand-chose à ajouter aux propos de Jacques Caton. Oui, merci Georges de ce commentaire. D'abord, moi je ne suis pas un utilisateur systématique à 100%, mais c'est vrai qu'avec le temps, on est irrité par ces luxations, y compris tardives, parce que mettre une prothèse à 60 ans, elle va durer 35 ans, les patients vont avoir 95 ans, avec des troubles cognitifs, avec une maladie de Parkinson qui va peut-être se développer, etc. On se retrouve avec des luxations tardives et ça devient absolument problématique de réintervenir. C'est un peu pour cette raison qu'on est arrivé à mettre de la double mobilité chez les patients au-delà d'un certain âge, ça dépend des chirurgiens. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de 55 ans, on peut envisager de mettre des prothèses des cupules à double mobilité. Alors, en ce qui concerne le problème de la fixation, effectivement, il y a deux versions. Il y a une version sans ciment et une version cimentée. Et dans les reprises, moi, personnellement, j'ai toujours utilisé une cupule à double mobilité cimentée. On évite ce problème. On a les mêmes problèmes de reconstruction avec un anneau de carboule, une reconstruction osseuse et ensuite le scellement de l'insert métallique, ce qui permet d'avoir une excellente stabilité. Je pressens que Laurent Sédel va pas être tout à fait d'accord. Monsieur Sédel. Non, je vais quand même te poser une question. C'est très efficace, je suis d'accord, j'en mets, bon, c'est très efficace. Maintenant, est-ce que c'est justifié de le mettre à autant de patients que ce qu'on voit actuellement? Mais moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est de les mettre sur des patients qui ont encore une vie très active, qui ont encore une espérance de vie de plus de 15 ans, 20 ans, parce que qu'est-ce que ça va donner plus tard? Bon, je veux bien qu'à 10 ans, ça aille très très bien, mais est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'on les limite pas? Enfin voilà, c'est toutes mes questions. Et voilà. Non, mais je crois que tu as raison. Et aujourd'hui, il y a deux catégories de chirurgiens. Il y a les plus jeunes et les plus anciens. Aujourd'hui, ta question, je la comprends, parce que je vis la même chose que toi. Les plus jeunes, aujourd'hui, ne tolèrent absolument pas d'avoir une seule luxation. C'est un problème qui les irrite, ils ne supportent pas ça. Et notamment, il y a de plus en plus de fractures du col, etc. Donc, pour eux, c'est de plus en plus de cupules à double mobilité pour essayer de régler ce problème des luxations post-opératoires. Et puis pour nous, je pense que ce qui est important, c'est les luxations tardives, qui posent énormément de problèmes, même sur des implants qui sont bien posés, parce qu'il y a des problèmes de déficience musculaire, parce qu'il y a des problèmes cognitifs ou autres. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Ceci dit, on a actuellement une équipe dans notre groupe de chirurgiens niçois qui pose de la cupule à double mobilité pour tout le monde. Ils ne se posent pas de questions, quel que soit l'âge. Chez les sujets extrêmement sportifs, ils en ont posé. On peut faire du sport avec, ça ne pose aucun problème. Ils ont des diapos. J'ai montré leur courbe de survie à 10 ans. Si on prend comme endpoint l'ablation de la cupule, ils ont 100% de survie à 10 ans chez des patients qui ont moins de 55 ans. Avec une cupule à double mobilité. Autre question. Alors, notre collègue Dijonais donne le micro à monsieur. Donc, moi, j'avais juste une remarque par rapport à l'instabilité de la prothèse. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'être 6 mois médaille d'or chez Gilles Bousquet, où il avait développé ça, il avait des luxations, c'est des voies postérieures. Il ne faut quand même pas oublier que pour lutter contre la luxation, on a aussi le choix de sa voie d'abord, et qu'actuellement, on assiste au développement des voies antérieures, qui sont quand même des voies qui ont été développées pour éviter l'instabilité sur les prothèses à simple mobilité. Donc je pense que c'était aussi important de le rappeler. Ceci dit, on assiste à des excès, puisque maintenant certains font ceinture et bretelles, c'est-à-dire qu'ils choisissent des voies antérieures ou antéro-externes et mettent de la double mobilité. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, et à Paris par exemple, il est évident que le chirurgien qui ne fait pas de la voie antérieure, il a une clientèle, un recrutement de prothèses qui commence à chuter un peu. Et c'est vrai qu'on a fait de la voie antérieure une arme anti-luxation. Ceci dit, l'avantage de la double mobilité, c'est qu'on peut le mettre par voie antérieure ou par voie postérieure. La voie postérieure est quand même la voie la plus agréable pour les chirurgiens, notamment en termes de reprise. Voilà. En termes de reprise, c'est indispensable. Et dans ces patients sportifs, jeunes, la double mobilité
et vraisemblablement dans les années qui viennent, une certaine usure au niveau de l'articulation intérieure ne favorise-t-elle pas la luxation intraprothétique? Alors la luxation intraprothétique, c'est un concept qui n'existe plus. La luxation intraprothétique, c'était une usure du polyéthylène, et on a vu des luxations intraprothétiques, si je puis dire, avec des prothèses de Charnley, qui avaient une usure importante, où la tête avait perdu tout contact avec la cupule. Donc la luxation intraprothétique, c'est un faux concept qui est dû à une usure excessive du collet et dû à une usure excessive qui était en fait des problèmes de la troisième articulation entre le col de la prothèse et l'insert. Ceci dit, on est actuellement en train d'étudier l'usure de la double mobilité. On a mis les prothèses à double mobilité sur des bancs de simulation de prothèses à 5 millions de cycles, ce qui permet de mesurer l'usure. Et on voit actuellement, que ce soit des études en éléments finis ou des études gravimétriques, qu'on n'a pas d'usure supplémentaire avec la double mobilité. Au pire, on a la même usure qu'avec une prothèse de type Charnley. Je me donne la parole pour une question. Par rapport au taux de luxation là, dont tu as fait état, avec environ 10% en France, comparé à des pays qui ont, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, aussi une culture de l'évaluation qui sont à 20-40%. Alors comment ça s'explique? C'est le matériel, c'est la voie d'abord, c'est la technique chirurgicale? Alors, c'est des séries historiques? Ces taux ne sont pas des taux sur les prothèses de première intention. Hein. Ils n'ont pas 40% de luxation sur des prothèses de première intention. Dieu merci pour eux, j'espère, et pour leurs patients. Non, ce sont les pourcentages de reprise dus à une luxation récidivante. En France, le pourcentage de reprise de hanche pour une luxation est de 10% des patients, alors qu'il est de 40% au Royaume-Uni, qu'il est de 20 et quelques pourcents, un peu plus aux États-Unis, etc., de 30% en Nouvelle-Zélande. Donc c'est le taux de reprise pour luxation. Ceci dit, le HSS, Hospital for Special Surgery de New York, vient de publier, il y a 15 jours, un papier sur 500 cupules à double mobilité. Deux questions d'un non-orthopédiste. Pourquoi, si la prothèse à double articulation évite les luxations, pourquoi est-ce que on la réserve à des sujets jeunes? Est-ce une question de prix ou est-ce une question d'habitude? Et deuxième question, quand il y a une luxation, est-ce qu'il n'est pas possible de les réduire de façon non invasive, enfin de par voie externe? D'abord, la double mobilité n'est pas réservée aux sujets jeunes. Elle est au contraire réservée aux sujets les plus âgés. Voilà. Donc, pour éviter le problème des luxations. Et aujourd'hui, on commence à la poser chez les sujets les plus jeunes, et certains chirurgiens la posent de façon systématique pour éliminer ce problème de luxation. Donc, c'est pas un problème de prix. Aujourd'hui, c'est un problème aujourd'hui d'indication. C'est vrai que nos sociétés disent, bon, faisons peut-être un peu attention, ne la posons pas systématiquement chez tout le monde. La société d'orthopédie avait posé à peu près comme règle de la mettre au-delà de 65 ans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui aujourd'hui, à partir de 55 ans, posent de la double mobilité, voire la posent chez tous les patients. Très bien, d'autres questions? Bon, très bien, merci Jacques. Il faut venir reprendre la place de commentateur, de modérateur, pardon, pour introduire